Au sommaire de cette édition, l'église EPM du Bénin a effectué ce dimanche 24 juin 2018 son deuxième séminaire national de l'année 2018. Le thème était effusion de l'esprit et du leadership. Nous poursuivons avec un score de 7 à 6 buts, Yopougon Handball. Les activités de sport de Vavois Handball sont désormais lancées. Nous poursuivons en Afrique, près d'un millier de migrants interceptés par les gardes-côtes libyens. En Syrie, Bachar al-Assad à la télévision russe, une mise au point est faite. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. L'église EPM du Bénin a effectué ce dimanche 24 juin 2018 son deuxième séminaire national de l'année sous le thème Effusion de l'esprit et du leadership. Un programme bien enrichi tenu ce dimanche dans la grande salle majestique de Cotonou au Bénin et conduit par l'évangéliste du succès Maxilien venu de Londres pour la circonstance. La grande salle majestique de Kadiaoun était trop exiguë pour contenir tout ce beau monde venu d'horizons divers assister au deuxième séminaire national de l'année 2018. Organisé par l'église pentecôtiste œuvre et missionnaire EPM ce 24 juin 2018 sous le thème Effusion de l'esprit et leadership, tiré du chapitre de Jean 13 versets 14 à 16. L'orateur du succès Maximilien, venu de Londres, s'est entretenu avec tous les fidèles de l'EPM sur comment et pourquoi la force de l'esprit est liée à ses leaders. Voici un message pour cette nation. Parce qu'il y a une vision pour ce pays. Alléluia. Amen. Donc permettez-moi de vous dire que guérir c'est normal. La Bible dit que la guérison c'est le père des petits enfants. C'est le petit que j'ai lu. Sous inspiration du Saint-Esprit, l'orateur a recommandé que les 12 départements du Bénin soient représentés et chaque département de notre beau pays, le Bénin, a reçu la visite du Saint-Esprit à travers des paroles prophétiques conduites par l'apôtre Justin Douga. Les responsables de l'EPM nous livrent ici leur satisfaction. Pour qu'une œuvre puisse avancer, pour qu'une communauté quelconque puisse avancer, où sont les leaders? Quel est leur goût, la qualité, du bien-être, le souci de régler les situations, le souci de paix? En fait, il nous fallait travailler sur les leaders si on veut aller de l'avant. Et c'est ce que nous avons fait et nous croyons que nous sommes satisfaits. Mais on n'a pas fini avec ce thème, parce que c'est le thème de l'année. Donc on aura encore à le traiter dans deux autres séminaires avant que l'année finisse. Nous avons parlé du leader. Le leader est celui qui obéit à Dieu. Celui qui l'écoute, qui lui obéit. Toute autorité vient de Dieu. Mais pour que vous ayez l'autorité de Dieu, vous devez lui obéir. À l'image de Jésus-Christ qui est venu pour faire uniquement la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Nous devons recopier Jésus-Christ, nous mettre à son image et chercher en tout temps et en tout lieu la volonté de Dieu. Pas notre volonté, mais sa volonté. Rappelons que toutes les églises EPM sont reparties bien remplies d'un esprit de leader pour l'année 2018. Actualité locale avec un score de 7 à 6 buts, Yopougon Handball Club a défait le week-end dernier son homologue du Tout-Pamaros HBC. C'est à l'occasion d'un tournoi doté du trophée Zediaby Bali Apollinaire, 5e vice-président de la région du Haut-Sassandra. Cette activité marque ainsi la rentrée sportive de Vavois Handball Club qui a réuni récemment tous les acteurs de la petite balle au complexe sportif de Yopougon dans un reportage de Pierre Loy. La finale de cette compétition de mise à niveau a opposé deux clubs de Yopougon, notamment le Tout-Pamaros Handball Club face à Yopougon qui l'a remporté. Cette belle ambiance du sport marque ainsi la rentrée sportive de Vavois Handball Club, doté du trophée Zediaby Bali Apollinaire, 5e vice-président de la région du Haut-Sassandra. Représentante le parrain, la députée a souligné la volonté du parrain et les cadres du département d'accompagner le club de Vavois dans sa croissance. Je pense que c'est la première fois que notre grand département qui est Vavois a une équipe qui arrive au niveau national. Agréablement surprise de voir mes soeurs en train de faire du beau sport ici. Donc je rends compte, à partir de ces instants, tous les cadres et fils de Vavois seront informés pour que nous appuyions nos soeurs pour aller de l'avant. Aux organisateurs Paul Blesson et Dioto Meda d'ajouter que cette activité
devrait leur permettre de jauger le niveau de préparation des élites de Vavois. Pour nous, cette compétition, ce tournoi vient pour évaluer le travail que nous avons fait, pour voir à quelle étape nous sommes. Et bien sûr, nous sommes en train donc de modifier pratiquement tous les principes de jeu de cette équipe-là en attaque et en défense. Depuis 7 ans, elle a été championne en cadet, en junior et tout dernièrement en espoir au championnat donc, national à Korogo. Aujourd'hui, nous allons aller dans l'élite. C'est une autre philosophie, c'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre manière de jouer. Donc nous sommes en train en ce moment-là de cultiver cette forme pour que nous puissions effectivement représenter dignement ce grand département dont nous portons le nom. Un tournoi ou rentrée sportive, l'essentiel, il s'agira pour les organisateurs d'appeler l'implication des cadres de Vavois afin de lui permettre de défendre dignement les couleurs de ce grand département au championnat prochain. En Afrique à présent, le dimanche, la police a annoncé une attaque d'éleveurs nomades visant des fermiers dans le centre du Nigeria. Région en proie à une vague de violences intercommunautaires. Bilan, au moins 86 personnes ont été tuées. Le centre du Nigeria en proie à une vague de violences intercommunautaires. Au moins 86 personnes ont été tuées dans une attaque présumée d'éleveurs nomades visant des fermiers. 6 personnes ont été blessées et 50 maisons incendiées. Le président nigérian Muhammadu Buhari appelle au calme. Un couvre-feu a aussi été instauré dans plusieurs régions de l'État touchées par ces affrontements et des opérations sont menées pour arrêter les auteurs des violences. Plusieurs familles ont décidé de quitter la région. Ces violences, entretenues par la concurrence entre appartenances ethniques, religieuses et politiques, ont fait des milliers de morts dans la région au cours des dernières décennies. Le Premier ministre Abiy Ahmed tenait un meeting le 23 juin à Addis Abeba au lendemain d'une explosion de grenades en Éthiopie. Le bilan fait état d'au moins 2 morts et 154 blessés, dont 10 dans un état critique. Le Premier ministre venait tout juste de terminer son discours quand l'explosion s'est produite, provoquant la panique parmi la foule. La tension est ensuite montée d'un cran quand des dizaines de personnes ont commencé à lancer des objets en direction des journalistes en chantant des slogans anti-gouvernement. Le rassemblement, qui a fait plusieurs dizaines de blessés, avait pourtant commencé dans le calme. Le Premier ministre Abiy Ahmed, 41 ans, s'est rapidement exprimé après l'attaque. Pour lui, il s'agit d'une tentative manquée des forces qui ne veulent pas d'une Éthiopie unie. Il s'agissait de son premier discours public dans la capitale. Un discours symbolique après plus de 2 ans de manifestations anti-gouvernementales qui ont fait près d'1 millier de victimes et ayant coûté son poste à son prédécesseur. Depuis sa prise de fonction en avril dernier, le Premier ministre, un ancien général et premier chef du gouvernement éthiopien issu de l'ethnie Oromo, a impulsé des changements majeurs, parmi lesquels la libération de nombreux opposants emprisonnés, la libération de l'économie, ainsi qu'un rapprochement avec l'Érythrée. Ce mois-ci, Abiy Ahmed a surpris les Éthiopiens en se déclarant prêt à mettre en œuvre intégralement un accord de paix signé en 2000 avec son voisin. Les 2 pays, officiellement en guerre, s'opposent toujours sur des questions frontalières. Plusieurs opérations de secours ont été menées ce week-end au large des côtes libyennes. Les gardes-côtes du pays ont intercepté 948 migrants africains et ont repêché 10 corps dimanche 24 juin passé. Des cargaisons de vivres et de médicaments, mais toujours aucune permission d'accoster. Pour les 239 migrants du navire allemand Lifeline, c'est l'impasse. Ni l'Italie ni Malte n'acceptent de les accueillir. Ce qu'on a fait, c'était conforme aux lois internationales. On a trouvé des bateaux en détresse. On a commencé notre mission de sauvetage. On a directement informé les autorités. Ils nous ont envoyé la garde côtière de Libye. Ils sont venus, ils nous ont demandé de leur laisser les gens. Évidemment, on a dit que non, c'est pas possible. La responsabilité des migrants naufragés revient à la Libye, selon le gouvernement italien. Encore des migrants sur des bateaux ? Laissez les autorités libyennes faire leur travail de secours, de récupération et de rapatriement des migrants vers leur pays, comme elles l'ont fait depuis quelque temps, sans que des ONG avides ne les gênent ou causent des troubles. Ces messieurs savent que les ports italiens seront fermés.
L'Italie a refusé que des ONG internationales interviennent ces derniers jours. Rien que dimanche, les autorités libyennes ont intercepté plus de 850 personnes au large de leur côte. À 4 heures de l'après-midi, nous étions encore en train d'avancer avec nos bateaux. Et lorsque nous nous sommes approchés des bateaux italiens, ils ont refusé de nous prendre en charge. Finalement, les gardes-côtes sont venus nous aider car nous étions coincés et que nous n'avions plus d'essence. La Libye est un des points de transit majeurs des migrants africains. Le pays a conclu un accord avec l'Union européenne en février 2017 pour obtenir l'entraînement, l'équipement et le soutien de ses gardes-côtes. Mais la Libye est sous le feu des critiques pour son traitement jugé inhumain par certaines ONG. En novembre, un documentaire choc de la chaîne américaine CNN montrait notamment des migrants africains vendus comme des esclaves. Les images avaient provoqué une indignation mondiale. À l'international, le vice-président de la Commission européenne discute à Pékin d'accords bilatéraux au moment où les marchés s'inquiètent des tensions commerciales croissantes sino-américaines. Dans ce contexte, l'Europe et la Chine réaffirment leur opposition au protectionnisme et s'engagent à défendre le multilatéralisme. Le vice-président de la Commission européenne discute à Pékin d'accords bilatéraux au moment où les marchés s'inquiètent des tensions commerciales croissantes sino-américaines. Dans ce contexte, l'Europe et la Chine réaffirment leur opposition au protectionnisme et s'engagent à défendre le multilatéralisme. Nous sommes d'accord sur la nécessité de renforcer la coopération financière et pour trouver une solution à la question de l'accès au marché, dit ainsi le vice-premier ministre chinois, qui appelle également à libéraliser l'investissement et à ce que l'Europe assouplisse ses règles d'exportation vers la Chine. De son côté, le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen, s'inquiète des conséquences indirectes des barrières douanières imposées par Washington. Faute de débouchés aux États-Unis, la surproduction d'acier chinois cherche d'autres débouchés et menace les sidérurgistes européens. En parallèle à ces pourparlers, le Premier ministre Édouard Philippe poursuit sa visite en Chine et a rencontré ce lundi à Pékin le président Xi Jinping. Édouard Philippe a rappelé l'accord stratégique entre Areva et son partenaire nucléaire chinois et souhaite la mise en place de partenariats au-delà des grands groupes industriels. Il y a quelques jours, Bachar al-Assad, le président syrien, a accordé une interview à la chaîne de télévision russe NTV. Diffusée, c'était l'occasion pour l'homme fort de Damas de faire le point sur la guerre qui ravage la Syrie depuis 2011. Il y a quelques jours, Bachar el-Assad, le président syrien, a accordé une interview à la chaîne de télévision russe NTV. L'occasion pour l'homme fort de Damas de faire le point sur la guerre qui ravage la Syrie depuis 2011. Il estime qu'une rencontre avec Trump serait une perte de temps et nie être en possession d'armes chimiques. Depuis 2013, nous n'avons plus d'armes chimiques. Mais imaginez, si vous en aviez, vous devriez utiliser ces armes en cas de défaite, pas si vous gagnez la guerre. Et actuellement, à chaque fois que nous gagnons, ils se servent de ces armes. Cela sert leur logique, c'est un prétexte pour que les terroristes soient soutenus en Syrie. La Syrie a été accusée à maintes reprises d'utiliser des armes chimiques contre sa population. En avril, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni avaient lancé des frappes de représailles après l'attaque de la Ghouta. Dans cette même interview, Assad a aussi fait savoir que la Syrie refuserait les contrats de reconstruction aux Occidentaux ou une quelconque aide financière. 400 milliards de dollars seraient nécessaires pour rebâtir le pays après 7 ans de guerre. Du nouveau concernant la guerre commerciale entre Pékin et Washington, le président américain a annoncé que les États-Unis vont imposer des droits de douane à la Chine à hauteur de 25% sur 50 milliards de dollars d'importation dans le domaine des hautes technologies industrielles. La guerre commerciale se poursuit. Donald Trump annonce la création de nouvelles taxes américaines imposées à la Chine. Ces tarifs douaniers de 25% s'appliqueront sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises. Les technologies industrielles sont notamment visées. Le président américain critique une relation commerciale inéquitable, déclarant, je cite, que la situation ne pouvait plus durer.
La veille de cette annonce, Pékin mettait déjà en garde les États-Unis. Si les États-Unis adoptent des mesures protectionnistes unilatérales nuisant aux intérêts chinois, alors nous réagirons immédiatement. Nous prendrons les mesures nécessaires pour protéger nos droits et nos intérêts légitimes. Les deux puissances ne cessent de se renvoyer la balle, Donald Trump menaçant de nouveaux droits de douane en cas de représailles chinoises. Selon le chef d'État américain, ces tarifs douaniers de 25% sont censés compenser le vol de la propriété intellectuelle et de certaines technologies américaines. D'après l'agence de presse étatique Anadolu, Erdogan est arrivé en tête de la présidentielle avec un score de 52,5% après dépouillement de plus de 99% des urnes. Dans le volet législatif du scrutin, l'alliance dominée par son parti islamo-conservateur, l'AKP, venait avec 53,61% des voix. Recep Tayyip Erdogan avait pris un risque en convoquant des élections anticipées, mais le voilà prêt à mener la Turquie pour un 4e mandat de 5 ans. Et un mandat pas comme les autres, puisque le régime politique de la Turquie ne repose plus désormais sur un système parlementaire, mais sur un système présidentiel. Erdogan concentre désormais la totalité du pouvoir exécutif. N'attendant pas la proclamation des résultats officiels, il a déclaré sa victoire, s'adressant en ces termes à ses partisans à Ankara. Le vainqueur de cette élection, c'est la démocratie, la volonté du peuple et notre nation elle-même. Le vainqueur de cette élection, c'est vous, chacun des 80 millions de citoyens qui a participé à ce festival de démocratie. Je vous remercie tous. Le premier tour de cette présidentielle a été âprement disputé. Erdogan l'aurait donc remporté avec plus de 52% des suffrages. Son parti, l'AKP, remportant les législatives avec plus de 53% des voix. En face, le social-démocrate Muharrem İnce aurait obtenu 30,7% des suffrages. Et l'alliance anti-Erdogan aurait récolté 34% des voix pour siéger au Parlement. Muharrem İnce, chef de file du CHP, n'a fait aucun commentaire concernant ces résultats et a convoqué une conférence de presse pour la mi-journée à Ankara. Il a passé la nuit dans les locaux de la commission électorale pour veiller au grain. Les médias officiels turcs disent qu'il a reconnu la victoire d'Erdogan, d'autres qu'il la contestent. Si Erdogan s'est imposé comme le dirigeant turc le plus puissant depuis le fondateur de la République, Mustafa Kemal, les craintes concernant sa dérive autoritaire ne font que se renforcer, même si l'ambiance hier soir était à la fête. Chaque année, l'Europe est frappée par des catastrophes naturelles telles que les incendies de forêt au Portugal, inondations en Grèce. Pour y faire face, l'Union européenne a décidé de mettre en place RECSE, un système d'aide en matière de protection civile destiné à soutenir les pays touchés par une catastrophe naturelle. Incendie de forêt au Portugal, inondations en Grèce, tremblements de terre en Italie. Chaque année, l'Europe est frappée par des catastrophes naturelles. Pour y faire face, l'Union européenne a décidé de mettre en place RescEU, un système d'aide en matière de protection civile destiné à soutenir les pays touchés par une catastrophe. Le commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises a présenté ce programme ce dimanche depuis Achelos en Grèce. RescEU est un système européen qui viendra en aide aux pays qui doivent faire face à une catastrophe naturelle. Ce système agira comme un filet de sécurité dans les cas où les moyens d'un État ne seraient pas suffisants pour faire face aux besoins. Sa priorité sera d'assurer une solidarité européenne auprès des pays membres de l'UE, mais nous essaierons aussi d'aider partout dans le monde en cas de problème. L'aide se traduira par la mise à disposition d'avions de lutte contre les incendies, d'équipes médicales d'urgence ou d'hôpitaux de campagne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Agathe Amesson et Paul Corré. Excellente suite de programme. À bientôt.